Nous sommes en 1868, le jour où Marie entre à la faculté de médecine de Zurich. Elle n'est pas mariée, elle s'appelle Marie Vögtlin et dans les journaux, c'est un énorme scandale. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de Flo, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. J'ai envie aujourd'hui de vous inviter dans une nouvelle série autour des Suissesses extraordinaires, de ces Suissesses qui ont su exploser les codes et qui ont su prendre la place qu'elles souhaitaient prendre dans leur vie, dans leur carrière professionnelle, dans leurs engagements, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient sociaux ou qu'ils soient économiques. On va le voir à travers différents portraits. Et pour commencer cette série, je vous invite à écouter le parcours édifiant d'une femme nommée Marie Haim Vögtlin. Nous sommes en 1868, le jour où Marie entre à la faculté de médecine de Zurich. Elle n'est pas mariée, elle s'appelle Marie Vögtlin et dans les journaux, il y a un énorme scandale qui va avoir lieu à la suite de cette inscription à la faculté de médecine puisque, bien sûr, Zurich est une faculté qui vient d'ouvrir ses portes aux femmes, mais sans penser que les femmes en question allaient être suissesses. On avait plutôt pensé aux étrangères. Mais pour autant, cette fille d'un pasteur d'Argovie ne va absolument rien lâcher. Et elle vient, grâce à son entrée à l'université, de commettre un des plus beaux actes de désobéissance civile de l'histoire suisse. Marie, elle naît à Bautzen en 1845. Elle arrive dans une famille très pieuse, puisque son père, Julius Daniel, il est pasteur, et puis sa mère, Henriette, elle est femme au foyer. Tout va bien tant qu'elle est à l'école primaire et qu'elle apprend à lire, mais le jour où elle veut entrer à l'école secondaire, ça devient extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en Argovie, les filles n'ont pas accès à l'école secondaire. Et vous imaginez, on est à ce moment-là autour des années 1850-1855 et elles ne seront admises à l'école secondaire en Argovie, les filles, qu'à partir de 1901. C'est vous dire qu'il y avait encore de l'eau qui allait couler sous les ponts. Elle décide donc d'étudier à la maison, puisqu'elle ne peut pas aller faire un enseignement secondaire, elle va continuer. Dans un premier temps, ses parents vont lui payer un enseignement privé qu'elle va suivre dans un premier temps en Suisse romande et puis ensuite à Zurich. Et puis sa mère va mourir. Donc quand sa mère meurt, c'est pas très compliqué. C'est à elle de reprendre les tâches de sa mère, c'est-à-dire s'occuper du foyer, s'occuper du ménage pour son père qui est devenu veuf et qui bien entendu ne sait pas se faire cuire un œuf. Mais parallèlement à ça, elle continue à étudier. Elle décide d'étudier par elle-même, c'est vous dire la volonté qu'elle peut avoir déjà à ce moment-là. C'est comme ça qu'elle va préparer sa maturité gymnasiale, toute seule, chez elle, en faisant le ménage pour son père. Et puis au moment où elle doit passer les examens, c'est pas si simple, parce que vu qu'elle n'était pas autorisée à suivre ces études-là, elle va devoir obtenir une autorisation. Alors elle écrit au directeur de l'instruction publique du canton d'Argovie, qui s'appelle à ce moment-là Augustin Keller, pour demander cette autorisation exceptionnelle de passer l'examen. Et dans la lettre qu'elle lui écrit, elle lui rappelle, et là je cite les mots de Marie, « les importantes difficultés qui entravent le chemin d'une fille vers une formation librement accessible à tout jeune homme », dit-elle. Augustin Keller, il est touché parce qu'il lit, il est touché par la volonté de cette jeune femme et il lui dit « Ok, viens passer ta maturité gymnasiale ». Donc Marie, elle va obtenir cette maturité et à 23 ans, elle va pouvoir entrer à l'université de Zurich. L'université de Zurich, c'est la première en Europe qui a ouvert ses portes aux femmes. C'est même la seule à ce moment-là. Mais le problème, c'est que quand on avait pris cette décision, on n'avait pas pensé que ça intéresserait des Suissesses. On avait plutôt pensé que ce serait uniquement pour des étrangères. Donc quand Marie s'inscrit à l'université et qu'elle veut y entrer, ça devient un énorme scandale. Les médias vont s'emparer de cette histoire. Les politiques vont s'en mêler en disant que c'est absolument une honte et une perte de temps d'avoir des femmes qui veulent tout à coup se mettre à faire des études et qu'en tout cas, pas des études de médecine parce qu'alors l'éducation médicale, ça c'est vraiment un truc réservé aux hommes. Et c'est à ce moment-là que le Conseil fédéral lui-même
est saisie. Eh oui. Et le Conseil fédéral va prendre un arrêté spécial pour qu'elle puisse un jour passer son examen de médecine parce que même l'université s'y oppose. C'est vous dire. Il ne faut pas oublier non plus que le Conseil fédéral à cette époque-là, c'est toujours 7 conseillers fédéraux qui composent le gouvernement de la Suisse, mais ce sont 7 hommes et surtout 7 radicaux, donc plutôt avec une vision traditionnelle de la vie. Elle va finir par passer cet examen, et cet examen, elle le passera en 1873. Elle va même obtenir une mention, tellement elle en veut, Marie, et c'est là qu'elle va pouvoir ensuite partir en Allemagne pour aller étudier la gynécologie. Ce sera à Leipzig dans un premier temps, et puis elle va aller travailler dans une maternité de Dresde pour pouvoir mettre en pratique tout ce qu'elle a appris et tout ce qu'elle découvre avec cette spécialisation en gynécologie. Elle va revenir à Zurich parce qu'elle n'en a pas tout à fait terminé avec tout ça pour pouvoir défendre son doctorat. Et là, on est en 1874. Le sujet de sa thèse, je vous le donne avec joie, c'était à propos de l'état des organes génitaux dans les suites de couches, c'est-à-dire après accouchement. Imaginez combien ça a dû être scandaleux. Elle obtient son doctorat, mais elle n'en a pas terminé avec les autorisations données par les hommes, puisque son père va devoir encore une fois se prononcer pour qu'elle puisse obtenir une autorisation d'exercer, parce qu'évidemment qu'elle ne va pas pouvoir s'installer en cabinet s'il n'y a pas un homme qui lui a donné l'aval. Son père va dire oui, et c'est grâce à ça qu'elle pourra ouvrir son premier cabinet médical. Elle acquiert très très vite une super réputation parce qu'elle est évidemment très empathique, elle sait par quoi elle est passée et elle sait combien c'est important de s'occuper des femmes qui ont besoin de soins gynécologiques. Et elle a aussi une réputation d'être très proche des femmes pauvres ou des femmes qui ont peu de moyens parce qu'elle se rend bien compte de ce que ça représente d'être une femme dans un monde d'hommes et d'être une femme qui a besoin de soins féminins dans ce monde-là très particulier. Elle va rencontrer un homme à un moment donné, Marie Vögtlin, qui s'appelle Albert Heim. Albert Heim, il est géologue et il est professeur à l'école polytechnique de Zurich. Donc c'est un homme plutôt lettré, plutôt intelligent, et elle va l'épouser en 1875. Et devinez quoi? À partir de là, c'est plus son père qui doit lui donner des autorisations, mais c'est son mari. Eh ben oui. Et la première autorisation que son mari va devoir lui donner, c'est de lui accorder la permission de continuer à travailler après le mariage. Et là, elle n'a pas encore d'enfants, mais le couple va en avoir deux enfants naturels qui s'appellent Arnold et Hélène. Et puis, ils vont en plus prendre sous leur aile un troisième enfant en tant que famille d'accueil, ce qui fait que Marie Heim Vögtlin, maintenant elle a un double nom, va devoir s'occuper de ses 3 enfants en parallèle de sa carrière médicale. Ce qu'elle fera avec brio, c'est pas ça le problème. Ce qu'il faut dire encore avant de terminer l'épisode, parce que je vous raconterai la suite de la vie de Marie Heim Vögtlin demain, parce qu'elle ne s'est pas arrêtée à la fin de ses études, vous pensez bien, elle est allée beaucoup plus loin dans les pas qu'elle va faire franchir, non seulement à la médecine, mais aussi au chemin qu'elle dresse, qu'elle ouvre pour les femmes qui vont suivre. Marie Heim Vögtlin, elle a été considérée comme un véritable scandale en Suisse, même pire que ça. Certains ont dit qu'elle était une honte pour le pays. Simplement parce qu'elle avait envie d'étudier la médecine. Elle va devenir en réalité un modèle pour les générations futures, et elle l'est encore aujourd'hui. Et elle a permis de pouvoir ouvrir les portes de l'université aux femmes et de pouvoir entrer dans un amphithéâtre de médecine et de pouvoir faire des études et trouver sa place dans le monde médical. Voilà ce que Marie Heim Vögtlin nous a apporté. Et chaque femme qui passe la porte d'un hôpital devrait s'en souvenir. Parce que ce soit parce qu'on est patiente, que ce soit parce qu'on est médecin, Marie Heim Vögtlin, elle a eu quelque chose à voir avec notre vie d'aujourd'hui. Je vous raconte la suite demain, dans le prochain épisode de Ces bulles, où je vous raconterai comment elle a mis en œuvre plein de choses passionnantes pour sa carrière et surtout pour sa place de médecin dans un pays où ce métier était à ce moment-là réservé aux hommes. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à demain pour la suite de cette jolie bulle.